Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Nous sommes à 11 jours du premier tour des élections départementales en France. Ce sera les 22 et 29 mars. Un scrutin qui pourrait être marqué par une cuisante défaite de la gauche et une nouvelle fois encore par la montée du Front National. Le chômage reste la priorité des Français. Le taux de chômage qui est aujourd'hui en France à 10%. Alors comment inverser la courbe? Que proposent les partis politiques? Eh bien, nous sommes ce soir avec Mathieu Hanotin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Georges Fenech, bonsoir. Vous êtes député UMP du Rhône de la 11e circonscription, secrétaire national de l'UMP en charge de la justice et membre de la commission des lois. Et puis nous sommes en direct de Strasbourg avec vous, Bruno Gollnisch. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes député Front National au Parlement européen, membre du bureau politique du Front National. Et puis à Paris avec nous, Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Vous êtes directeur du département politique et opinion à Harris Interactive. Jean-Daniel Lévy, avant de parler des programmes, un mot peut-être pour commencer sur l'abstention qui va être quand même l'enjeu de ce scrutin. Il y a peu de chances que les Français se mobilisent. Il y a peu de chances, effectivement, qu'il y ait une mobilisation massive de la part des Français. On sait qu'il y a certaines élections qui ont tendance, plus que d'autres, à susciter un intérêt manifeste aujourd'hui de la part des Français. C'est le cas notamment de l'élection présidentielle. D'autres suscitent un intérêt moins marqué, dont les élections cantonales. On est aujourd'hui en plus dans un contexte où le scrutin apparaît comme étant relativement nouveau, où il y a une évolution de la définition justement de ce que peuvent être les cantons, 2 fois moins de cantons au niveau national. Et puis également une interrogation aujourd'hui, on vote dans le cadre et pour des pouvoirs qui sont dévolus au département, que les Français ne connaissent pas très bien, avec un peu en trame de fond l'idée que peut-être que les départements ne vont plus complètement exister au cours des prochaines années, donc ce qui ne facilite pas aujourd'hui la mobilisation de manière générale de la part des électeurs. Mathieu Hanotin, qu'avez-vous envie de dire aux Français pour qu'ils se mobilisent le 22 mars et le 29 ? Tout d'abord, j'ai envie de leur dire que, comme dans toute élection, il ne faut pas se tromper de débat. Le premier rôle de ces élections, c'est d'élire ces conseillers généraux, ces conseillers départementaux. D'ailleurs, Jean-Daniel Lévy vient de dire, il y a quand même une innovation majeure dans ce scrutin, c'est que nous allons avoir dans toutes les assemblées départementales mécaniquement la parité, parce qu'on va élire un ticket homme-femme à chaque fois, et je pense qu'il faut le signaler, c'est une avancée démocratique extrêmement importante. Entendons qu'il y avait des conseils départementaux, généraux, anciennement dit, dans lesquels il n'y avait aucune femme. Pas 10%, 15%, 0%. Donc ça, c'est la première chose que moi je voulais dire. Ensuite, eh bien, interrogeons-nous justement sur, et quand je dis ne pas se tromper d'élection, c'est à quoi ça sert le département? Quelles sont les compétences sur les routes, l'entretien des routes, sur les collèges en particulier? Et il y a de plus en plus un rôle éducatif majeur pour les collectivités, à la fois sur la construction des collèges, mais aussi, et c'est encore le débat du jour, autour de la réforme des collèges, qui est portée par la ministre, sur comment est-ce que les collectivités, elles accompagnent la délivrance de l'acte éducatif. Comment est-ce qu'elles ont un rôle à jouer pour lutter contre l'échec scolaire? C'est tout ça que nous essayons de faire dans ces élections, et je pense que c'est important d'en parler pour que les Français comprennent effectivement mieux cette élection, parce que qui saisit mieux les enjeux, derrière, vote plus. Georges Fenech, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français pour qu'ils se mobilisent rapidement? Moi, j'ai envie de répondre à Mathieu Hanotin que les Français ne vont pas se tromper de débat ni d'élection. Il faut faire confiance au bon sens des électeurs. Vous n'ayez pas peur de ce scrutin. C'est un scrutin local, vous avez raison, mais c'est un scrutin qui aura forcément une lecture nationale. Alors, vous venez de rappeler les avancées en matière de parité, etc. C'est d'une complexité du jamais vu. Ça n'existe nulle part dans le monde. C'est le binôme homme-femme. C'est pas des parités comme des listes. Dans l'ambiance, je ne sais pas comment que ça va se passer. Alors, pour faire des économies, il n'y a pas mieux que de multiplier par 2 le nombre de conseillers départementaux. François Hollande, dans sa campagne, avait annoncé le département ont vocation à disparaître. Là, on ne sait plus. Peut-être qu'effectivement, en 2020, ils disparaîtront. On ne sait pas quelles sont ses compétences, puisque la loi NOTRe sur la nouvelle organisation, vous l'avez rappelé,
Elle n'est pas encore votée. On ne sait pas quelles vont être les... C'est la première fois qu'on va voter pour des électeurs, pour des élus dont on ne connaîtra pas la compétence. Tout ça est fait en dépit du bon sens. Nous avions fait une réforme territoriale, vous en souvenez, en joignant le conseiller régional et général. Nous, on mettait fin au millefeuille. Et vous avez malheureusement complexifié les territoires. Et je pense que les Français vont s'exprimer en exprimant un vote de censure d'une politique nationale aussi, parce que aussi dans les départements, il ne faut pas augmenter les impôts comme ça a été fait dans certaines régions socialistes et certains départements, et qu'il faut aussi avoir une politique de gestion qui corresponde à l'attente de nos concitoyens, c'est-à-dire arrêter avec le chômage, une relance de l'économie, une plus grande sécurité. Tout ça, vous ne pourrez pas... Il faut être courageux, il faut affronter le scrutin, hein. Il faut arrêter de brandir des menaces du Front National, Manuel Valls. On va en parler justement de cette menace du Front National qui est brandie et puis des priorités aussi des Français, notamment la lutte contre le chômage. Bruno Gollnisch, c'est un scrutin local, hein, c'est pour des élections locales, c'est départemental, c'est aussi un vote sanction, vous pensez, pour le gouvernement ? C'est un scrutin local, mais à partir du moment où il a lieu un peu partout en France, eh bien, c'était évidemment aussi un scrutin national. Je crois qu'il est assez exact de dire que la politique socialiste est quand même une politique de gribouille, parce que ils ont annoncé d'abord la disparition du département, ça a fait beaucoup de protestations, y compris dans leur propre rang. Ils ont, pour faire des économies, soi-disant, diviser le nombre de cantons par 2, puis multiplier, sous prétexte de parité, le nombre d'élus par 2, ce qui fait que finalement, il y aura plus d'élus et plus d'indemnités d'élus qu'il y en avait auparavant. Et tout cela pour des départements qui, comme il a été dit par M. Fenech d'ailleurs, n'ont pas encore de contours très précis dans puisque la loi qui fixe leurs compétences n'est pas encore adoptée. Alors, bon, c'est vrai, M. Hanotin l'a dit, on peut se douter que, comme par le passé, les départements vont s'occuper, évidemment, des routes, de l'aide sociale, que l'on a oublié, qui est un poste extrêmement important, surtout en ces temps difficiles, et également de l'entretien des collèges. Je ne suis pas sûr du tout, malheureusement, qu'ils s'occuperont de la pédagogie des collèges. Je dois dire que j'ai entendu avec un certain effarement la réforme des collèges qui se propose de créer de nouveaux parcours à des élèves qui, bien souvent, ne savent pas déjà lire et écrire le français correctement. Mais ceci est un autre sujet. En tout cas, ce sera, pour conclure, l'occasion, certainement, de faire entrer les représentants de millions d'électeurs qui, pour le moment, n'ont pas un seul élu dans les départements. Le mode de scrutin étant le plus défavorable. Un seul représentant. Ils vont, je pense, rentrer extrêmement nombreux. Jean-Daniel Lévy, c'est un scrutin que peut gagner le Front National ? Ça dépend ce qu'on appelle par gagner. On peut penser que le Front National a de fortes chances de pouvoir obtenir un bon score au cours des prochaines élections départementales, que ça s'inscrit dans une montée assez continue en fait de la capacité du Front National à pouvoir obtenir des voix. On l'a vu à l'élection présidentielle, on l'a vu aux élections européennes, on le voit aujourd'hui dans le cas des intentions de vote de ces élections cantonales. Déjà parce que le Front National a réussi à se présenter dans la quasi-totalité des cantons, ce qui est une vraie nouveauté. Et donc ça montre bien qu'il y a une plus grande facilité de la part des Français à se déclarer soit proche du Front National, soit à se positionner comme étant un militant du Front National. L'étape d'après, qui est l'étape de pouvoir être non seulement qualifié pour le deuxième tour, mais également obtenir des élus et a fortiori gagner des conseils généraux, apparaît aujourd'hui comme étant moins net. Être qualifié pour le deuxième tour, oui, avec certitude dans un certain nombre de cantons, à peu près la moitié, on peut l'imaginer aujourd'hui, mais la capacité à pouvoir gagner aujourd'hui des conseils généraux, des conseils départementaux, apparaît comme étant plus difficile au vu du mode de scrutin, qui est un mode de scrutin majoritaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment d'élus dans chacun des cantons qui composent le département. Alors le Front National, on va entendre... Oui, c'est certain. Oui, allez-y, Bruno Gollnisch. Je pense que nous aurons
Je pense que, comme le dit monsieur, nous aurons des élus. Ce sera déjà une grande révolution, puisque nous n'en avons pratiquement aucun dans les 100 départements de France. Bon, nous aurons des élus. Je doute, en effet, je ne veux pas parler la langue de bois, que nous puissions gagner beaucoup de départements, mais ce genre de victoire se fait de façon progressive. Si le scrutin était proportionnel, ce serait évidemment tout à fait différent et je crois plus représentatif de l'opinion. Mathieu Hanotin, quand vous entendez Manuel Valls, on va peut-être le réécouter, le Premier ministre, qui crie haut et fort sa peur de la montée du Front National. Vous dites que c'est bien ou qu'il faudrait plutôt combattre le Front National au lieu de crier finalement au loup, de combattre le Front National, le programme du Front National. Je n'ai pas le sentiment que Manuel Valls a dit autre chose qu'il fallait justement, il fallait avoir peur de ces montées qui est annoncée dans les sondages, qui a été constatée aux élections européennes, mais pas peur pour se cacher, peur pour l'affronter, pour lutter effectivement pour démonter un certain nombre d'idées, pour aussi présenter la réalité. Et de ce point de vue-là, moi, j'étais très content de l'intervention de Madame Maréchal Le Pen hier à l'Assemblée. On va l'écouter, vous voulez bien ? Allez-y. Allez, on va l'écouter. Manuel Valls et Marion Maréchal Le Pen, c'était hier à l'Assemblée nationale. Vous qui étalez votre angoisse, l'angoisse de perdre votre mandat, alors que vous devriez vous soucier de l'angoisse de nos agriculteurs balayés par la concurrence déloyale et les déréglementations européennes, de l'angoisse de nos artisans et commerçants asphyxiés par les charges et victimes des dysfonctionnements du RSI, de l'angoisse de nos retraités dont vous avez augmenté les impôts, de l'angoisse de notre pays qui voit monter le communautarisme et l'islamisme, de l'angoisse de nos 5,5 millions de chômeurs, sans compter les territoires d'outre-mer qui n'ont aucune perspective d'avenir. Gardez donc votre mépris crétin et vos leçons de République pour votre propre parti qui, en moins de 3 ans, a oscillé entre phobie administrative et faux diplôme. Sans doute Cambadélis a-t-il trouvé le sien au fond de sa poubelle. Compte en Suisse et prise illégale d'intérêt. Ce n'est pas du Front National que sont issus les Cahuzac, les Sylvie Andrieux, les Kader Arif et tant d'autres qui ont volé les Français. Au nom de la République, vous revendiquez la stigmatisation de Marine Le Pen et 30% des électeurs français, quand vous condamnez toutes les autres stigmatisations et toutes les autres formes d'amalgame. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice, disait Montesquieu. Doit-on s'attendre, Monsieur le Ministre, à d'autres mesures d'exception à l'égard de notre mouvement ? Quand comptez-vous enfin vous occuper des angoisses des Français plutôt que du sort de votre parti, qui, je l'espère, se fracassera sur les urnes à la fin du mois ? Si en 2 minutes, il fallait résumer l'outrance, la démagogie et le vrai visage de l'extrême droite, vous venez de le démontrer parfaitement. L'insulte, la calomnie, c'est ce qui fonde votre parti. Je ne confonds pas, madame, les électeurs du Front National, je ne confonds pas les Français avec vous. Et je veux leur dire que vous les trompez, que votre politique mènerait le pays à la ruine en la sortant de l'euro, de la politique agricole commune, de l'Union européenne. Oui, parce qu'il faut dire la vérité aux Français. Vous les trompez, vous trompez les petites gens, vous trompez les ouvriers, vous trompez les agriculteurs, vous trompez ceux qui souffrent. Alors il est temps que dans ce pays, il y ait un débat, qu'on déchire le voile, la mascarade qui est la vôtre. Il est temps que nous affirmions tous, comme je l'ai fait ici le 13 janvier, les valeurs de la République, la France, mais aussi les actes et la politique de mon gouvernement contre la pauvreté, pour l'école, pour les valeurs de la République, pour redresser le pays. C'est aussi une réponse à ce que vous portez. Alors madame, jusqu'au bout, je mènerai campagne pour vous stigmatiser et pour vous dire que vous n'êtes ni la République ni la France. Mathieu Hanotin, est-ce qu'il ne faut pas justement l'attaquer ainsi le Front National, c'est-à-dire sur le programme, sur la sortie de l'euro, dont ne veulent pas d'ailleurs les Français, que dire j'ai peur du Front National, de la montée du Front National. Oui, mais on ne l'entend pas beaucoup, et ni à l'UMP non plus. Mais il faut parler du programme, mais y compris, moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est du Front National nous parler de son programme pour les départements, puisqu'il s'agit d'élections départementales. De son programme, effectivement, pour les
collège, pour l'aide sociale, pour les routes, pour toutes ces choses-là qui font les compétences du département. Parce que c'est vrai que les candidats du Front National, c'est mon expression, mais quand même brillent très régulièrement par leur absence. Et quand ils ne brillent pas par leur absence, ils brillent par leur excès médiatique, parce que j'entends M. Gollnisch parler d'élus qu'ils vont avoir. Avant d'avoir des élus, il faut avoir des candidats. Et ces derniers jours, nous avons quand même eu un florilège d'insultes en tout genre, de déversoirs islamophobes qui se sont répandus sur les comptes Twitter du Front National. Donc je pense que c'est bien pour un parti politique qui a vocation justement à avoir des élus, de aussi à un moment donné être quelque chose de sérieux, parce que là c'est pas tout à fait le sentiment que ça donne pour le coup, quoi. Georges Fenech, on n'entend pas beaucoup là aussi, pardonnez-moi, ces sentiments que l'on a, c'est-à-dire l'UMP combattre le programme du Front National. On voit Nicolas Sarkozy qui reprend, qui détourne finalement le propos de Marine Le Pen qui parlait de l'UMPS, qui parle maintenant du FNPS. Ça, c'est la stratégie de Nicolas Sarkozy, mais on n'a pas l'impression qu'il combat les idées du Front National en les prenant une à une, en prenant le programme un à un. Moi, j'ai le sentiment contraire. Quand il dit FNPS, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que... je vais vous dire ce que ça veut dire. Et ça, moi, je l'explique régulièrement à tous mes électeurs quand je les rencontre dans ma circonscription. Je leur explique que quand ils prennent un bulletin du Front National et qu'ils le mettent dans l'urne, c'est pas le bulletin du Front National qu'ils mettent dans l'urne, c'est le bulletin du Parti Socialiste. Ça a toujours fonctionné comme ça, depuis Mitterrand. Dès que le Front National monte, la droite baisse et les socialistes passent. Ça a été les triangulaires qu'on a connus, etc. Donc, oui, j'entends Bruno Gollnisch sourire, ou même rire aux éclats, mais c'est une réalité. Oui. C'est une réalité que la gauche a toujours eu intérêt à faire monter le Front National. Alors que nous, on a toujours combattu. Chirac, souvenez-vous. Oui. Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, en 2007, le Front National était tombé. Vous vous souvenez en 2007 J'ai un peu moins le sentiment que ça. Vous vous souvenez en 2007 à quel niveau présidentiel le 21 avril 2002, c'était quand ça? C'est quand on est sorti d'une gestion de Lionel Jospin. Oui, vous n'étiez pas qualifié au second tour. Je termine. Oui, Georges Fenech termine. Je termine. Voilà. C'est un débat, je termine. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que quand la gauche est au pouvoir, le Front National, il monte. Donc, nous, notre combat, il est contre vous. C'est contre la politique que vous êtes en train de mener qui nous mène, effectivement, droit dans le mur. Et ce que je demande à Manuel Valls, mais s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre, arrêtez de jouer au dramaturge, de faire peur aux Français, d'exposer vos angoisses, qu'il fasse son travail de Premier ministre, c'est tout ce qu'on lui demande. Pour le reste, vous verrez que les électeurs ne se tromperont pas. Allez, on fait une petite pause, le temps du rappel des titres. Bruno Gollnisch réagira. Je voudrais oui, vous allez réagir, Bruno Gollnisch, mais on a un format d'émission qui nous oblige à faire un petit rappel des titres. Et Mathieu Hanotin également réagira. Et toujours avec nous, Jean-Daniel Lévy. A tout de suite pour le rappel des titres. La seconde partie de notre débat consacrée ce soir aux élections départementales. Nous sommes à 11 jours du scrutin. Le premier tour, c'est le 22 mars. Le second, le 29 mars. Georges Fenech, vous disiez que finalement, c'est la gauche qui, à chaque fois, fait monter le Front National. Vous reprenez finalement la dialectique de Nicolas Sarkozy, qui dénonce le FNPS. Bruno Gollnisch, vous vouliez répondre à Georges Fenech. Oui, je crois sincèrement, et sans être insultant, que l'argument de M. Fenech est tout à fait dérisoire et qu'il est faux, et je le prouve. D'abord, c'est par exemple la présence... Excusez-moi, laissez-moi parler parce que je ne vous vois pas. Je suis. Mais tout le monde vous laisse parler, Bruno Gollnisch. C'est assez difficile. Tout le monde vous laisse parler. Personne ne vous a interrompu. Allez-y. Bon. Pardon, j'entendais quelque chose dans mon oreillette. Alors bon, c'est la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002 qui assure l'élimination du scrutin de Lionel Jospin, Premier ministre socialiste. Si Lionel Jospin avait été au deuxième tour, personne ne doute qu'il aurait été élu contre Jacques Chirac. C'est un premier exemple. J'en donnerai un deuxième et ensuite, si vous le voulez bien, on parlera quand même un peu du fond. Monsieur Fenech, qui est de la région Rhône-Alpes, devrait se souvenir qu'en 1998, nous avions apporté de façon tout à fait gratuite nos suffrages
au candidat à la présidence de la région RPR-UDF, M. Charles Millon. C'est M. Chirac lui-même, et ce sont les amis politiques de M. Fenech qui l'ont désavoué et qui ont contraint, non seulement dans cette région, mais dans presque toutes les régions de France, à remettre les clés des présidences de région à des socialo-communistes qui étaient en fait minoritaires. Alors, Monsieur Fenech, je vous en prie, la chansonnette selon laquelle c'est le PS qui fait monter le Front National, ce sont les propres errements, les propres manquements, les propres carences de votre formation politique qui sont le premier booster, en réalité, du Front National. Quant à notre programme, mais il se trouve tout à fait défini, notamment dans les documents électoraux. Les électeurs n'ont qu'à s'y reporter. Oui, bah justement, on va en parler du programme. On va en parler, Bruno Gollnisch, du programme. Mais avant ça, je voudrais donner la parole à Jean-Daniel Lévy. Aujourd'hui, que disent un mot sur l'euro. Un mot sur l'euro, quand même. On va en parler de l'euro, mais je voudrais donner la parole à... Très bref. Je voudrais donner la parole à Jean-Daniel Lévy. On en parlera après de l'euro. On en parlera après de l'euro. Jean-Daniel Lévy, que disent les sondages? Une défaite cuisante pour le Parti socialiste, montée du Front National, et c'est l'UMP qui pourrait sortir vainqueur de ce scrutin, si on résume rapidement les choses comme ça. On va voir les sondages de votre institut. C'est effectivement résumé assez rapidement. Il y a, d'une manière tendancielle, on le voit notamment depuis l'élection de François Hollande, deux types de comportements. On a des électeurs socialistes et plutôt de gauche qui rencontrent des difficultés à pouvoir se déplacer aux différents scrutins. Ils ne voient pas forcément de motivation supérieure pour pouvoir apporter leur vote de soutien à l'égard de l'exécutif ou à l'égard des socialistes. Et parallèlement à cela, aussi bien des électeurs du Front National que des électeurs de droite qui, d'une manière ou d'une autre, ne reconnaissent pas la victoire de François Hollande et donc qui se déplacent de manière assez nette et qui, en termes de participation différentielle, comme on dit parfois dans le jargon, amènent plus des électeurs parmi les abstentionnistes à venir se déplacer lorsqu'ils sont à droite et à l'extrême droite sur l'échiquier politique. Ce qui est assez flagrant, c'est que l'on peut voir qu'il y a quasiment le même nombre d'électeurs du Front National qui est présent, quel que soit le type de scrutin et quelle que soit la participation. Donc en général, moins la participation est élevée, plus le Front National réalise des scores qui sont des scores importants. La nouveauté, on a pu le voir dans le cas du Doubs, c'est une participation au deuxième tour qui est assez importante et qui amène des électeurs qui ne sont pas déplacés au premier tour pour voter Front National à se déplacer dans le deuxième tour en disant ça n'est pas uniquement un vote qui est un vote contre, mais c'est également un vote pour, c'est-à-dire pour faire en sorte que le Front National puisse avoir plus de représentants dans les différentes instances. Alors on va regarder de nouveau rapidement les sondages. C'est 30% d'intention de vote pour le Front National, 28% voilà, pour l'UMP et 21% pour le Parti Socialiste. D'ailleurs, l'écart entre le Front National et l'UMP se réduit au fil des jours. Voilà ce que l'on peut dire. Défaite cuisante, si on voit ces chiffres, s'ils se confirment dans les urnes, parce qu'évidemment, il faut rester extrêmement prudent. Il s'agit de sondages. Je voudrais que vous réagissiez justement, Mathieu Hanotin, à ces sondages. Mais avant ça, j'aimerais qu'on écoute quand même le patron du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, de la gauche. On l'écoute. Mais il y a la division. Elle est incompréhensible. On assiste à un suicide politique en direct. Le Parti communiste, aujourd'hui, va perdre l'ensemble de ses bastions. Les écologistes se battent devant tout le monde, avec des positions, soit avec nous, soit dans l'autonomie, soit avec... Donc vous dites tout le monde va perdre. Je dis tout le monde va perdre. On est dans une situation où l'absence d'union fait perdre l'ensemble de la gauche. Mais au bout, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous n'avez pas la gauche, ben vous avez la droite et le Front National. Mathieu Hanotin, je disais un suicide collectif, c'est un suicide politique, mais peut-être aussi collectif. Finalement, c'est l'émiettement de ce parti, avec les frondeurs, avec le front de gauche, avec les écolos qui sont aussi divisés. Donc vous allez être non seulement sanctionné peut-être par un bilan, mais aussi parce que vous êtes complètement divisé. Ce qui est sûr, c'est que... c'est toujours pareil, il faut répondre à la bonne question. Quand on est dans une élection départementale, ce n'est pas le moment où on critique tel ou tel pan de la politique nationale de un tel ou de un tel. Et c'est pour ça que dans un certain nombre de départements, le mien en particulier, en Seine-Saint-Denis, nous avons réussi à faire l'union de presque toute la gauche, à l'exception du Parti communiste qui a refusé. Sinon, l'ensemble de la gauche s'est réuni en Seine-Saint-Denis derrière un projet dans l'ensemble des cantons du département. Je pense que c'est effectivement une recette payante, parce que si on regarde les sondages qui ont été effectués justement par Jean-Daniel Lévy et son institut de sondage,
on est dans une situation où finalement aussi vous mettez les alliés traditionnels des personnes qui gouvernent les départements ensemble. C'est quand même ça la réalité, entre donc les socialistes, les écologistes et les communistes. Eh bien, on est devant l'UMP, si on cumule ces voix de gauche qui existent là. Donc il y a un vrai sujet, effectivement, et ce sera peut-être ça aussi une des leçons de ce scrutin, sur comment faire l'unité. Alors, il faudra en tirer les leçons. Il faudra voir comment est-ce que demain on fait l'unité sur la base. Oui, mais François Hollande, il a déjà été très clair, Mathieu Hanotin, il a dit pas question de changer de ligne politique, donc il y a quand même des frondeurs et qui sont contre cette ligne politique, et pas question de changer de Premier ministre, c'est-à-dire pas question de changer Manuel Valls, qui est loin de faire l'unanimité au Parti socialiste. Donc comment faire l'unité à partir du moment où le président... Moi, je suis pas dans la peau du président de la République. Ce que je vois, c'est que quand même, il y a aussi un certain nombre de personnes, là, dont le président de la République, qui commencent à se dire... tout ça ne devient plus très raisonnable et qu'il faut jeter des ponts pour que les gens se reparlent. Parce que je pense que c'est aussi ça que les Français attendent de nous. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons faire. Moi, ça ne vous a pas échappé que moi, j'ai été ce qu'on appelait parmi les frondeurs. Et pour autant, je mène ce combat de l'unité parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça vienne. Donc là, vous dites, je suis prêt à rentrer dans le rang, quitte à mettre mes idées sous le tapis. C'est pas ça du tout ce que je vous ai dit. Au nom de l'unité. Mais c'est que justement, dans la force qui doit être la nôtre, de trouver, de savoir retrouver, comment dire, vous savez, tout le sens du joli mot qu'est le compromis. Parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en imposant les choses les uns aux autres. Et c'est ça qui est devant nous. Et c'est, je pense, ce message-là qu'on doit faire passer aux Français au premier tour et aussi au deuxième tour. Et dans la capacité que la gauche aura à se rassembler dans l'entre-deux tours. Eh bien, écoutez, c'est devant nous. Moi, je sais lire les sondages quand ils me sont livrés. Effectivement, c'est pas le meilleur des sondages qui a été fait pour le Parti socialiste et ses alliés. Pour autant, je pense qu'il faut, maintenant que nous sommes dans la dernière ligne droite, que nous nous interrogions tous sur la réalité de la conséquence d'un certain nombre de ces votes. Voilà. Et est-ce que effectivement, nous voulons, à travers ce vote, donner raison à un monsieur Sarkozy qui, concrètement, lui, fait pour moi complètement, avec ses alliés, le jeu du FN, dans une course effrénée à faire sauter l'ensemble des digues républicaines existant entre la droite, que vous aviez citée, celle de M. Chirac d'avant, et celle qui aujourd'hui ne rêve que d'une chose, c'est que de trouver de nouvelles majorités avec le nouveau Front National, soi-disant, et je me permets de dire soi-disant nouveau, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup parlé ce soir, mais quand j'entends M. Gollnisch... Georges Fenech, non. Si vous me permettez... Mais non, mais il a aussi la parole. On a le temps, Georges Fenech. C'est pas un monologue. Il a le droit à la parole, quand même. Vous l'avez eu aussi au début de ce... Je vous ai pas du tout interrompu, M. Fenech. C'est intéressant. Moi, je voudrais qu'on parle aussi quand même des priorités, si vous le voulez bien, aussi des Français, parce qu'on a beaucoup parlé là du Front National, c'est la lutte contre le chômage. Vous en direz un mot, Jean-Daniel Lévy. Alors justement, que propose Georges Fenech ? Non, moi je me tais, je laisse parler M. Allez-y, non, mais c'est chacun son tour, non, je allez-y. ne parle plus. Mais non, mais si je vous allez parler. Écoute, monsieur. Allez-y, continuez. Allez-y, parce que c'est moi qui... Non, pour une fois, moi je suis malheureusement d'accord avec Cambadélis. On assiste à un suicide de votre majorité. Je ne sais pas si c'est un suicide assisté. Vous savez, on discute en ce moment de la loi sur la fin de vie, mais en 2012, vous aviez une belle majorité. Vous aviez un parti socialiste uni, vous aviez les communistes qui votaient pour vous, vous avez les écologistes au gouvernement, les radicaux de gauche. Aujourd'hui, mais vous le reconnaissez, bon, vous-même, vous êtes frondeur, donc déjà le Parti socialiste, on ne sait plus très bien où il va. On entend dire que M. Hollande les reçoit aujourd'hui, peut-être étiez-vous à l'Élysée aujourd'hui, vous allez peut-être nous le confirmer. Moi, je n'étais pas. Je suis avec vous ce soir, vous voyez, donc je ne peux pas être... Les écologistes... pas le don du big. Georges Fenech, sur le fond, maintenant, que propose l'UMP pour faire reculer le chômage ? Parce que ça, c'est la vraie priorité des Français, quand même. Oui, mais attendez... les divisions de la gauche... Depuis 2012, c'est fini. Vous n'avez plus de majorité. La preuve en est, c'est que pour faire reculer le chômage, M. Valls est obligé d'utiliser le 49.3, qui est un véritable putsch de l'exécutif dans cette affaire, alors qu'on n'avait même pas voté. Il aurait pu attendre au moins qu'on vote pour savoir s'il avait une majorité ou pas. Et aujourd'hui, on ne sait plus où on va. Très franchement, on aimerait bien avoir une majorité qui sait où elle va pour la combattre. Alors nous, on a aussi, effectivement, notre programme qui est en train de s'élaborer. Moi, je travaille de mon côté sur la justice, d'autres travaillent sur l'économie. On sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que vous ne voulez pas le faire.
La loi Macron, une loi fourre-tout, on verra. Je vous donne rendez-vous dans un an. On verra la croissance économique que va entraîner cette loi Macron, qui est une loi qui nous fait croire qu'en réformant les professions d'avocats et de notaires, tout à coup, la France va aller mieux. Les Français sont accablés d'impôts. Les entreprises sont accablées de charges. Elles ne peuvent pas être compétitives. Si vous ne prenez pas les vraies mesures économiques, on ne sera pas dans la compétition internationale et européenne. Et donc, le chômage continuera à augmenter. C'est ça qu'ont sanctionné les électeurs au municipal, une défaite historique de la gauche, au sénatorial qui a été récupéré. Ensuite, toutes les élections partielles législatives, à l'exception du Doubs, la dernière, ont été gagnées par l'UMP. Vous êtes dans une période de disparition de la majorité. Mais vous croyez que je m'en réjouis? Je ne m'en réjouis pas. Je préfère avoir une majorité comme la vôtre aujourd'hui qui sait où elle va pour la combattre. On ne sait plus où vous voulez aller. Et c'est ça qui fait monter le Front National aujourd'hui. Vous noterez quand même, M. Fenech, que je n'ai pas le monopole du monologue, manifestement. Mais parlez, merci. Voilà. Alors, il y a Bruno Gollnisch qui voudrait parler aussi. Mathieu Hanotin. Oui, s'il vous plaît, merci. Allez-y, M. Gollnisch. Allez-y, Bruno Gollnisch. Je me permets. Alors, moi je ne vais pas parler des problèmes internes à la gauche. À la limite, je vais vous surprendre. Je trouve ça assez respectable que M. Hanotin fasse partie de ces députés socialistes qui se rebiffent contre l'érosion constante de notre niveau social sous les effets d'un mondialisme destructeur. Mais je ne suis pas chargé de gérer les problèmes de la gauche. Quant à l'augmentation de la fiscalité, je crois que M. Fenech devrait être peut-être un peu plus modeste, parce que je ne sache pas qu'elle ait diminué sous Nicolas Sarkozy, à part la fameuse défiscalisation des heures supplémentaires dont vous avez fait une espèce de panacée universelle, ce qui est quand même très insuffisant. Ouais, tout récemment encore, les artisans, les commerçants, les professions libérales manifestaient contre l'invraisemblable système de cotisation sociale que vous leur avez imposé. Le Front National veut supprimer l'impôt sur le revenu, c'est ça? Non, nous voulons faire, sur les revenus du travail, il y aurait lieu de les diminuer, oui, certainement. Mais nous voulons supprimer un certain nombre de gaspillages. Nous voulons instaurer la préférence nationale qui nous semble légitime. Nous voulons surtout protéger raisonnablement notre économie contre les ravages d'une désindustrialisation qui résulte du fait qu'on laisse notre industrie en compétition avec celle de pays qui ont un niveau social extrêmement faible. Mathieu Hanotin vous pose une question, Bruno Gollnisch, justement sur la préférence nationale. On accueille ou on n'accueille pas les enfants étrangers dans les collèges, dans nos départements? Ça veut dire, monsieur Hanotin, qu'on s'efforce de résorber l'immigration et que les étrangers n'ont pas droit, en France, aux mêmes prestations que. Donc on les accueille ou pas dans les collèges, concrètement? Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si on les accueille gratuitement. Je connais par exemple un Américain qui est absolument stupéfait. C'est un homme qui gagne plus de 10 000 euros par mois et qui est stupéfait de recevoir des allocations familiales. Voilà. Bon, je pense que c'est un principe tout à fait légitime qui existe dans la plupart des pays du monde. En tout cas, nous ne pourrons pas l'instaurer à l'issue. Attendez, nous ne pourrons pas l'instaurer à l'issue. Les allocations familiales ont été faites pour encourager la natalité française. Bon, et ce n'est pas tout à fait la finalité qu'elles ont à l'heure actuelle. Nous ne pourrons pas instaurer tout cela. Il faudrait changer la loi et avoir une majorité parlementaire. Mais ce que nous ferons dans les départements, nous veillerons à la suppression du gaspillage, qu'il soit le fait de Pierre, Paul, de Jacques, d'Ahmed ou de n'importe qui d'autre, hein, ou de José. Ça n'a aucune espèce d'importance. Nous veillerons à limiter le gaspillage. Nous mettrons fin à l'imbécile persécution des automobilistes qui règne dans les métropoles et dans les départements socialistes, sous la pression de vos alliés, peut-on encore le dire, écologistes. Nous veillerons à la sécurité. Mais le problème, il n'est pas là, M. Gollnisch. Vous savez bien que le problème n'est pas là. Vous voulez fermer les frontières. Vous voyez, quand je voulez tourner le dos à la mondialisation aujourd'hui. Oui, mais je vois que vous répondiez là-dessus à ce que dit Georges Fenech. Vous voulez sortir de l'euro, mais c'est complètement irréaliste aujourd'hui. C'est cette politique-là. Vous voulez supprimer la PAC pour les agriculteurs, mais c'est une catastrophe. Je vais vous dire.
Non, mais je vais vous répondre très brièvement. L'euro, ce n'est pas le sujet des élections départementales. Oui, quand je vous parle de notre programme départemental, vous me parlez de votre programme on peut pas oublier quel est votre programme national non plus. Attendez, alors, l'euro, les Français ne savent pas, la plupart des Français ne savent pas que leurs économies en euros, en l'espace d'un an, ont perdu 23% de leur valeur. Voilà quelque chose qui serait intéressant que vous leur disiez. Votre deuxième objection, c'était la politique agricole commune. Les Français ne savent pas que nous payons 8 milliards d'euros chaque année de plus à l'Union européenne que ce que nous en recevons. Par conséquent, si nous prenions en charge nous-mêmes l'aide à nos agriculteurs, elle pourrait très facilement être augmentée. Voilà, je vous ai répondu sur ces deux points. Jean-Daniel Lévy, sûr que si. Les préoccupations aujourd'hui des Français, lorsqu'ils vont voter... Bien sûr que si, nous sommes contributeurs nets. Lorsqu'ils vont voter, Jean-Daniel Lévy, la parole est à Jean-Daniel Lévy. Lorsqu'ils vont voter pour ces élections départementales, est-ce qu'ils pensent au chômage? Est-ce que ça fait partie justement de ces préoccupations-là, ou est-ce que ce sont des préoccupations locales? Il y a forcément un mix des deux. C'est-à-dire qu'on a une vie qui se passe localement, le regard à l'égard de ce qui peut se passer dans sa commune, dans son département. Dire qu'aujourd'hui, les électeurs savent précisément ce que sont les contours de l'action départementale serait exagéré. Dire qu'ils arrivent aujourd'hui même à différencier de manière extrêmement nette ce que peut être une gestion de la part d'une direction qui serait socialiste d'un côté ou UMP de l'autre est également exagéré. C'est-à-dire que parler aujourd'hui, effectivement, des routes, des collèges, et dire ça relève d'une action ou d'une gestion socialiste ou d'une gestion UMP n'est pas forcément aujourd'hui très clairement identifié en tant que tel. Quoi qu'il en soit, on peut avoir l'impression globalement que voter socialiste, c'est plutôt aller vers un peu plus de solidarité, un peu plus d'entraide, et voter en faveur de l'UMP, c'est plutôt aller vers une forme de gestion qui apparaît comme étant un peu plus rigoureuse. C'est un peu caricatural, mais souvent c'est perçu comme ça. Mais on ne considère pas uniquement la dimension. On ne peut pas considérer uniquement la dimension qui est une dimension. Nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts. C'est ça déjà qui fait la différence. Je rappellerai que le département le plus fiscalisé, le plus endetté en 2012, c'était le département de la Corrèze. Vous en souvenez? La différence entre vous et nous, c'est ça. Regardez à Lyon ce qui s'est passé à la métropole. Le maire de Lyon, socialiste, a été élu président de la métropole. Parfait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté tout de suite les impôts. Vous ne raisonnez que par l'impôt. Avec l'impôt, trop d'impôts tue l'impôt, vous tuez le pouvoir d'achat des Français et vous ralentissez l'économie générale. C'est quand les électeurs vont voter pour leurs conseils départementaux, ils auront ça en tête. Est-ce qu'ils veulent plus d'impôts? Voilà, c'est ça la question qu'ils ont. Mathieu Hanotin. Monsieur Fenech, vous n'avez que le mot impôt. Mathieu Hanotin, c'est au tour de Mathieu. Bruno Gollnisch, c'est au tour de Mathieu Hanotin. Vous aurez ensuite la parole. Mathieu Hanotin. Je disais, vous n'avez que le mot impôt à la bouche. C'est vous. Ça fait quand même un petit peu léger comme programme. Moi, je peux vous, en tout cas, faire la démonstration. Puisque vous me parlez de votre collectivité lyonnaise, dont je connais moins le détail, vous m'en pardonnerez. En tout cas, regardez en Seine-Saint-Denis, ça fait plus de 3 ans que nous n'avons pas augmenté les impôts, grâce à une gestion faite de solidarité, mais aussi de rigueur. Parce que effectivement, il y a eu des affres dans le passé et je ne suis pas là pour le nier. Et on a justement réussi à faire la démonstration qu'on pouvait allier une gestion sérieuse et efficace avec à la fois de l'ambition, tout simplement, pour le territoire. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Non, mais monsieur Fenech, moi, j'ai envie de vous poser une question. Parce que c'est bien beau tout ça, mais sans vouloir revenir sur cette histoire de FNPS que vous évoquiez tout à l'heure, mais comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'il va y avoir les deuxièmes tours? Quand on voit ce qui s'est passé dans le Doubs, où vous avez refusé d'appeler à voter pour le candidat républicain, comment ça va se passer comment ça va se passer quand il va y avoir, à un moment donné, les troisièmes tours, et où il n'y aura peut-être pas de majorité à un moment donné? Eh bien, est-ce que vous allez... Est-ce que vous allez... Non mais d'accord, mais est-ce que concrètement, vous allez choisir des alliances avec ces candidats de M. Gollnisch, je vais citer quand même, qui parlent de l'islam comme une peste bubonique, des homosexuels comme des pédophiles? Non, je vous réponds non. Mathieu Hanotin, je vous réponds non. Il n'y aura aucun accord entre l'UMP et le Front National. Et est-ce que vous appellerez à voter pour les candidats républicains? La difficulté, c'est ça la vraie question. La difficulté, ça va être, vous avez raison, le 3e tour. Parce que le Front National... Allez, est-ce que vous allez appeler à voter pour les candidats républicains? Je veux dire, moi, j'appellerai toujours... Vous, Georges Fenech? Oui, mais je ne voterai pas pour autant socialiste. Vous comprenez? Je peux m'abstenir. Si vous arrivez, par exemple, en tête dans un département, et que nous sommes seconds, et qu'il y a des élus du Front National, je préfère m'abstenir et vous laisser élire, effectivement, que d'avoir le Front National. C'est tout, c'est clair.
Bruno Gollnisch, une dernière question. Bruno Gollnisch, pardonnez-moi, une dernière question d'actualité, parce que vous êtes précisément à Monsieur Strasbourg. Fenech juste a le culot. A le culot, et M. Fenech a le culot de dire que c'est nous qui faisons le lit des socialistes, alors qu'il vient de dire que même si les socialistes peuvent être battus, il préfère les laisser élire. C'est votre interprétation, ça. À Bruno Gollnisch, une dernière question. Les instances du Parlement, Bruno Gollnisch, les instances du Parlement européen ont saisi, vous savez, lundi, l'Office européen de lutte antifraude. Il y a des cas litigieux de 20 assistants parlementaires qui ont été engagés par 24 députés européens par votre parti. Certains de ces assistants parlementaires n'auraient jamais mis les pieds, mis les pieds au Parlement européen et travailleraient pour le Front National. Ce serait donc finalement payé par le Parlement européen pour travailler pour votre parti, pour le parti de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors je réponds beaucoup de choses. Je réponds d'abord que ce n'est pas les instances du Parlement européen, c'est le président socialiste Schulz, répondant à des sollicitations de M. Valls, M. Schulz, qui a fait campagne, lui aussi, contre le Front National. Qu'il a fait ça, d'ailleurs, de façon absolument extraordinaire, en violation flagrante du règlement du Parlement européen. Il ne nous a même pas avertis. Il a violé l'obligation de confidentialité. Oui, mais Bruno Gollnisch, vous ne répondez pas sur le fond. Est-ce que ces assistants parlementaires, est-ce qu'ils travaillaient effectivement, est-ce qu'ils parlaient effectivement au Parlement? Mais il ne reste plus peu de temps et je voudrais que vous répondiez sur le fond de la question. Non, mais écoutez, vous n'êtes pas procureur, madame. Vous m'interrogez sur les départementales. Bon, mon assistant, monsieur, je vais vous répondre très brièvement. Monsieur Hanotin a plusieurs assistants parlementaires, n'est-ce pas? Monsieur Delacroix et madame Pasquier. Monsieur Delacroix est le secrétaire de la section du Parti socialiste de Seine-Saint-Denis et madame Pasquier est la directrice financière des instances fédérales du Parti socialiste. Voilà. Autrement dit, partout, les assistants parlementaires qui sont mis à la disposition des droits de militer sur leur temps libre. Pour faciliter. Ah ben bien sûr. Et jamais au bureau, ils ne répondent à une sollicitation d'un commandeur. C'est facile. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ça qu'on disait, M. Gollnisch. Oui. Vous devriez répondre quand même un petit peu. Oui, mais vous n'avez pas répondu sur le fond, Bruno Gollnisch. C'est vous qui êtes accusé aujourd'hui, M. Gollnisch. Mais sur le fond, mais je ne sais même pas de quoi nous sommes accusés. Je peux vous dire que nos assistants parlementaires travaillent. Ils sont là. Comme d'ailleurs vos confrères ont pu le voir aussi bien en précédentes sessions qu'à cette session-ci. Les confrères disent que non, disent qu'ils ne sont pas là, justement, qu'ils ne sont pas dans les couloirs du Parlement à Strasbourg. De toute façon, une enquête est en cours. On voulait avoir votre réaction. De Canal+. On voulait avoir votre réaction, Bruno Gollnisch. Le comportement de M. Schulz est absolument ignoble. Il sait que ce que nous faisons est juste. Il se fonde d'ailleurs, c'est extraordinaire, sur les documents que nous avons produits nous-mêmes. Si nous étions fraudeurs, est-ce que nous irions donner la liste de nos assistants parlementaires qui ont des engagements politiques? Une enquête est en cours. Merci beaucoup. Soyons sérieux. Merci beaucoup. Merci Bruno Gollnisch d'avoir été avec nous en direct dans le débat de France 24. J'espère qu'on va enquêter sur l'ensemble de nos collègues et les assistants parlementaires, oui. Merci à tous les trois en plateau à Paris d'avoir participé également à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée, tout de suite le journal et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.